Georges Bétédio. La barre des 80 morts passe d'être atteinte. Le Sénégal a enregistré 3 nouveaux décès du coronavirus, ce qui porte le total de décès à 79. Ce vendredi, 164 personnes ont été déclarées positives au coronavirus sur 1617 tests réalisés. 164 nouvelles contaminations donc, dont 16 cas communautaires. 17 cas graves sont en réanimation. Le point du jour avec le directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé, le docteur Aloyse Waly Diouf. Sur 1617 tests réalisés, 164 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 148 cas contacts suivis par nos services. 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Kounoune 1, Keur Massar 1 cas, Pikine 1 cas, Bargny 1 cas, Liberté 4 1 cas, Liberté 1 cas, Ben Tali 1 cas, Médina 1 cas, Yoff 1 cas, Khombol 1 cas, Mbour 1 cas, Mékhé 1 cas, Thiadiaye 1 cas et Touba 3 cas. 72 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 18 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à leurs familles éplorées. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5639 cas ont été déclarés positifs, dont 3788 guéris, 79 décédés et donc 1771 sous traitement. Était-ce le dernier point livré par le docteur Aloyse Waly Diouf? Il quitte le ministère de la Santé. Aloyse Waly Diouf démissionne donc de son poste de directeur de cabinet. C'est lui-même qui l'a annoncé sur sa page Facebook. Dans le poste, il remercie le ministre de la Santé d'avoir accepté de le laisser partir pour un autre challenge. Le docteur Aloyse Waly Diouf, nous l'avons joint sur les raisons de son départ. Ce qui se passe, c'est que je devrais rejoindre le bureau OMS Pays depuis le mois de mars. Mais c'est à cause de la crise du coronavirus que j'ai demandé à rester à mon poste. J'ai demandé à l'OMS qui a bien voulu l'accepter. Aujourd'hui, le deadline est arrivé. Et après des échanges véritablement très courtois et très porteurs avec M. le ministre de la Santé, ce dernier, dans un esprit d'ouverture et de générosité, m'a encouragé et c'est cela qui fait que aujourd'hui je pars pour continuer à servir la santé au Sénégal. Je pars au niveau d'une autre institution, mais je reste dans le monde de la santé. Donc, il ne s'agit nullement de limogeage ou de démission. Il n'y a aucun problème entre vous et le ministre de la Santé? Non, parce que comme je vous l'ai dit, je devais partir depuis le mois de mars et donc j'ai demandé à rester pour pouvoir lutter avec toute l'équipe du ministère de la Santé contre la COVID-19. Vous avez dû vous rendre compte que cela n'était pas perceptible en termes d'engagement dans le cadre de cette lutte-là. Mais il y a un moment où le délai que vous demandez arrive à son terme et c'est la raison pour laquelle véritablement je dois partir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun nuage entre le ministre de la Santé et moi. Et d'ailleurs, je le remercie profondément pour m'avoir conseillé, pour m'avoir soutenu et pour avoir béni mon départ du ministère. Le docteur Aloyse Waly Diouf était au téléphone avec Ndaté Diop, son remplaçant, son successeur est connu. Il s'agit d'Alphonse Thiaw, ancien conseiller technique du professeur Eva Marie Colsec. Depuis le départ de cette dernière du ministère de la Santé, il était à la pharmacie nationale d'approvisionnement comme conseiller juridique. Avec la pandémie du coronavirus, à Yoff, des vendeurs de légumes passent chaque semaine dans le quartier pour écouler leurs produits. Cela permet aux femmes d'éviter les déplacements dans les marchés. Seulement, la pratique porte un coup dur aux vendeurs établis dans ces lieux de commerce. Ils se plaignent de la rareté des clients au Mokalsoum Ba. Une grande bâche de couleur bleue à terre à côté des femmes assises sur des chaises en plastique. D'autres se bousculent pour faire leur achat en face des légumes de toutes sortes. Nous sommes au quartier Nungan de Yoff. Des cordes sont attachées sur 2 poteaux pour inciter les clients à respecter la distanciation sociale. Goramar a installé son petit commerce de choux, de carottes, d'aubergines
de manioc, piment, entre autres condiments en cette période de coronavirus, une alternative pour les ménagères qui ne veulent pas se rendre au marché. Je vends des produits pour permettre aux femmes d'éviter les rassemblements au marché. Avec la pandémie, la situation est très tendue. Du coup, on propose nos services avec des légumes, toutes fraîches. Fatou Kiné, comme beaucoup d'autres femmes, est une habituée des lieux. Cette dame attend avec impatience chaque semaine l'arrivée du vendeur de légumes du quartier pour s'approvisionner. Une manière d'éviter les déplacements. Ça nous arrange vraiment, surtout avec le contexte actuel. Au lieu de faire un tour au marché, on reste sur place. Ici, dans le quartier, on a tous les légumes à bon prix et à bon prix. Un bonheur pour ces ménagères, mais ces vendeurs de légumes de quartier n'arrangent pas forcément leurs collègues qui sont installés au marché. En tant que vendeuse de légumes, on peut rester toute une journée sans vendre. Les femmes viennent rarement au marché. Elles retrouvent beaucoup de produits dans leur quartier. Ces genres de commerce nous handicapent vraiment. Avec l'avènement du coronavirus, certains vendeurs comme Goromar proposent des services dans les quartiers, une manière pour les ménagères d'éviter de se rendre au marché, ce lieu propice au rassemblement. Reportage de Oumo Kalsoum. Liste toutes nos excuses pour cette méprise. Un peu plus d'une semaine après la reprise du transport interurbain, qu'en est-il du respect des gestes barrières? Un tour à la gare routière des Beaux-Maraîchers, les forces de l'ordre veillent au grain, port obligatoire du masque plutôt, lavage des mains à l'entrée. Les contrevenants sont soumis à une amende qui varie entre 3 000 et 6 000 francs CFA. Le reportage de Ndongokar. Depuis la reprise du trafic interurbain à la gare routière des Beaux-Maraîchers de Pikine, le rythme reste intense. Ici, tous les accès sont bien surveillés. Lavage des mains d'abord au niveau du dispositif installé à l'entrée principale. Une fois à l'intérieur, la surveillance est beaucoup plus stricte puisque le port du masque est obligatoire. Les récalcitrants sont interpellés par les forces de l'ordre. Wele, coxeur de son état, s'occupe des voyageurs en partance pour Fouta dans le nord du Sénégal. Selon lui, les policiers sont intransigeants avec les contrevenants. Face à cette situation, l'association des 100 étudiants volontaires de Pikine a effectué une descente à la gare des Beaux-Maraîchers. Sur place, des centaines de masques sont distribués. Cheikh Diaw en est le vice-président. On a jugé nécessaire de faire la distribution ici. Le port du masque, ça reste toujours une solution parce que si tu ne portes pas le masque, tu peux transmettre le virus. Maintenant, si tu le portes, tu peux limiter la transmission. Nous avons distribué 400 et quelques masques au niveau du gare de Beaux-Maraîchers. L'acte posé d'après ces jeunes est de rappeler que l'heure n'est pas au relâchement. Le respect des gestes barrières doit être toujours de mise. Ndongaka Pikine, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Ce démantèlement de 2 gangs de cambrioleurs par la police de Mbour, 8 bandits arrêtés selon des sources. Ils font partie de ceux qui écumaient la zone. Ils auraient volé plus de 20 millions de francs CFA dans 25 familles de Mbour et environ. Abdourahmane Diallo. Le premier gang est constitué de 4 personnes. Elles ont été interpellées à Salim Bambara. Et dans ce groupe, il y a 2 filles, l'une âgée de 22 ans et l'autre 21 ans. Le deuxième gang aussi est composé de 4 personnes. Dans ce lot aussi, on y trouve 2 étudiants. Toutes ces 8 personnes interpellées sont de nationalité sénégalaise. Le plus âgé est né en 1982 et le cadet du groupe en 2002. Après interpellation des 2 gangs, l'inventaire du préjudice déclaré est de 25 victimes, 22 téléphones volés, des bijoux évalués à 3 600 000, 2 téléviseurs, 9 ordinateurs, 3 tablettes, un iPad, 2 motos Jakarta et une somme de plus de 7 500 000 francs CFA. Il faut rappeler que ces derniers jours, plusieurs personnes ont porté plainte pour dénoncer des cambriolages commis par des individus munis d'armes à feu ou coupe-coupe et la plupart des victimes sont de nationalité étrangère. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane, le fils de Cheikh Béthio Thioune Seydina Saliou et les talibés de Sokhna Aïda, pas encore déférés au parquet. Ils sont toujours en garde à vue à la gendarmerie de Mbour. Le fils du défunt guide des Tiantakoun est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur le vigile de Sokhna Bator, la 4e épouse de Cheikh Béthio Thioune. Les talibés de Sokhna Aïda, eux, sont poursuivis pour destruction de biens appartenant à autrui.
Midi 12 minutes, les litiges fonciers au Sénégal, il ne se passe presque plus un jour sans qu'un cas ne soit évoqué. Dans le département de Linguère, la commune de Kamb et celle de Tiamène sont à couteau tiré. À l'origine du différend, une ferme agricole de 15 hectares en cours de réalisation près du village de Djiribiran. Les terres sont attribuées par la municipalité de Tiamène Pass. Le maire de Kamb et ses partisans crient à une violation de leur circonscription et jurent de récupérer par tous les moyens leurs terres. La correspondance de Bayasan Diao. Au milieu de ses souteneurs et tout près du site qui abrite la ferme agricole, Biramba, maire de la commune de Kamb, crie au scandale. À notre grande surprise, une ferme de 15 hectares du programme ANIDA a été installée dans notre commune par le maire de la commune de Tiamène Pass sans notre autorisation, sans le consentement des populations de la commune de Kamb. Même si la ferme ANIDA est un programme de l'État, nous, population de la commune de Kamb, attirons l'attention de l'opinion locale et nationale. Le haut conseiller des collectivités territoriales se dit surpris par l'arbitrage du préfet de Linguère Mbassassène qui a tourné à l'avantage de la commune de Tiamène Pass. Le préfet du département de Linguère a tranché favorablement, à notre grande surprise, à la faveur de la commune de Tiamène Pass. Donc un verdict que la population de la commune de Kamb, jeunes vieux notables comme vous venez de le voir, élus des couches sociales à l'image des éleveurs, des paysans, ils désapprouvent complètement le verdict donné par le préfet du département de Linguère, en l'occurrence M. Mbassassène. Le maire et l'ensemble des villages mobilisés pour une cause commune menacent. Si rien n'est fait, si ça dégénère, ils sont responsables. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées à réagir le plus tôt possible avant que le conflit ne dégénère. RFM Linguère, Bayasan Diao. Bayasan Diao frappe France dégage en sentinelle pour défendre les intérêts des citoyens victimes d'injustice. Le mouvement qui contrôle plusieurs autres entités en son sein a déposé une demande de sit-in auprès du préfet de Dakar, Cheikh Tidiane Diagne, a parcouru le document de frappe. La place de l'obélisque pourrait renouer avec les mouvements de contestation. Frappe porte le combat pour exiger le respect des droits des travailleurs victimes d'une injustice sociale, aussi mettre fin à la spéculation foncière sur le littoral et à l'intérieur du pays. Dans l'œil du cyclone de Frappe, l'État, la Sonatel et PCCI. Il est exigé à la société de téléphonie le paiement de 14 mois d'arriérés de salaire dû à 145 travailleurs. La même doléance est posée à l'État qui doit 49 mois d'arriérés de salaire aux travailleurs de ABS Sénégal. AFIP Canada, spécialisé dans le placement des étudiants à l'étranger, n'est pas non plus en reste. Il lui est exigé par Frappe des dommages et intérêts à hauteur de 1 million de francs CFA à la centaine d'étudiants victimes d'escroquerie. Le foncier reste aussi une préoccupation majeure pour Frappe qui exige l'arrêt de la spoliation à Baladougou dans le Kédougou, à Kinyabour et à Guéréo où les paysans ont été dessaisis de leurs terres. Les victimes des démolitions des maisons à Gadaï sont aussi prises en compte par Frappe. Il exige des maires de Oréfondé, Agnam, Dabia, Chilogne la transparence envers la population et la lumière dans la signature d'un financement de 700 milliards de francs CFA. Frappe demande aussi l'extension du quartier Terme Nord à Yoff, près de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, et l'amélioration de son cadre de vie. Vous suivez le grand journal sur RFM, il est midi 16 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. La polémique autour de la statue Faidherbe à Saint-Louis, des habitants de la vieille ville favorables à un déboulonnement, ils vont même plus loin. Ils veulent que toutes les rues et infrastructures publiques qui portent des noms de colons soient débaptisées. Mohamed Nabissila. La statue Faidherbe à la place Faidherbe est considérée comme un signe de prolongement de la domination française dans la vieille ville. Zahir Fall dirige le mouvement Wallundar. Faidherbe symbolise la domination coloniale. Faidherbe symbolise la soumission. La statue doit être démolie. Nous sommes en 2020, nous sommes indépendants et nous devons vivre cette indépendance en toute liberté. Latif Fall du Forum civil est radical sur la question. Pour lui, il n'est plus question d'implanter à nouveau cette statue à la place Faidherbe. Nous avons proposé aux autorités, à la limite pour les mettre à l'aise, d'organiser un référendum local, s'il le faut, pour recueillir l'opinion. Mais nous, notre conviction, elle est tranchée. Ce que Faidherbe a fait et ce que les historiens ont raconté, avec les lois internationales actuelles, Faidherbe serait passible de la Cour pénale internationale pour génocide et crime de l'humanité. Comment peut-on penser
discuter pour laisser ces statuts sur place. C'est notre souveraineté sur tous les plans, souveraineté culturelle. L'ancien parlementaire Tchambasek plaide pour une concertation large sur la question, expliquant que les rues de Saint-Louis ont toujours changé de nom. Et pourquoi pas la place et la statue Faidherbe? Au plan historique, c'est un peu trop. Place Faidherbe, pont Faidherbe, rue de France, etc. On peut débaptiser. Je n'aime pas le terme déboulonner, mais on peut débaptiser la place, on peut débaptiser le pont, etc., etc. Donc je crois que c'est un débat intellectuel qui doit être un débat extrêmement serein. Parce que les rues, etc., les places, c'est surtout aussi le rôle de la municipalité. Je crois qu'on va reposer le problème à travers un débat calme et serein. Je crois que les gens trouveront une solution. Les autorités municipales sont restées silencieuses sur la question en attendant d'évoquer la question à l'occasion d'une session municipale. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Bombay, Diourbel et environ, la première pluie a fait pousser le mil. Les paysans attendent désespérément une seconde pluie et des semences de qualité, des semences en quantité également. Le service de l'agriculture rassure. Le reportage hivernage de ce vendredi porte la signature de Babacar Diouf. Dans la campagne en plein Baol, les paysans ont repris le chemin qui mène au champ. L'activité principale aujourd'hui, c'est de guetter une seconde pluie qui n'arrive toujours pas. Ils n'osent pas mettre la houe, encore moins les hilaires, au risque de briser les jeunes pousses. Les semences d'arachide ne sont pas disponibles. Si elles le sont dans certaines localités, les quantités distribuées ne couvrent pas le 10e de la demande. Aliou Diagne habite le village de Batal. Pour l'hivernage, alhamdoulilah, le mil commence à pousser avec la première pluie. Mais pour l'agriculture, on n'a pas encore semé. Mais si toutefois la pluviométrie tarde encore, donc on va perdre ce que nous avions déjà semé. Et vraiment, ça sera très dur pour nous. Dans un autre village, celui de Bombay-Serrer, le constat est identique. Les paysans doivent disposer de semences en quantité et en qualité. L'invite de Michel Diagne. C'est un cri de détresse pour tous les agriculteurs. D'autant plus que vraiment pour réussir l'autosuffisance alimentaire dont on parle, il faudrait bien vraiment que l'État fasse vraiment des efforts pour vraiment subvenir aux besoins des paysans. Le chef du service départemental du développement rural rassure, appelle à la prudence. Aminata Fa. Nous n'avons pas encore rencontré de gros problèmes pour le moment parce que les mises en place se déroulent normalement. Seulement pour dire aux producteurs de faire très attention par rapport à la quantité de pluie reçue, pour leur dire que il faut pas aller vite en besogne et mettre à terre leur graine, surtout pour ce qui est de l'arachide. Parce que par rapport au contexte de changement climatique où nous sommes, nous observons toutes ces années passées à des faux départs. Dans tous les cas, les paysans et autres producteurs sont prêts. Ils n'attendent que les pluies pour reprendre les activités champêtres. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, notez ce point de presse de la délégation du Khalif général des Mourides dirigé par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalif général des Mourides. Rencontre avec les journalistes à la mosquée Massalikul Jinan. Ce sera après la prière du vendredi. Une importante déclaration est attendue selon un communiqué de la cellule de communication. RFM. L'actualité internationale. Et nous retrouvons Barthélémy Ngom, bienvenue. Merci Georges Déthié-Diop. Alors, crise politique au Mali, la CEDEAO se mobilise sur le terrain. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut aider à apaiser le climat politique tendu au Mali, alors qu'un grand rassemblement est prévu ce vendredi pour demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et la dissolution de l'Assemblée nationale, de même que la Cour constitutionnelle. Sodatiam. La délégation est notamment composée du président de la commission de la CEDEAO et des ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Niger. Ils ont commencé par rencontrer des acteurs de la crise, parmi eux les opposants réunis au sein du M5 RFP, mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques. Tous les acteurs de la crise malienne saluent l'arrivée de la délégation de la CEDEAO. À ce moment critique, les hôtes du Mali ont souhaité le report du grand rassemblement de ce vendredi annoncé par les mouvements et partis politiques de l'opposition. Les opposants maliens, avec leur nouveau et influent leader, l'imam Mahmoud Dicko, ne sont pas fermés au dialogue, à condition que le partenaire d'en face, le président Ibeka, joue franc jeu. Face à la situation, une partie de la majorité présidentielle ne cache pas aussi son inquiétude, comme le confie l'un des membres, Abdoulaye Amadoussi. Il affirme, je cite, « Moi je pense que la CEDEAO est en train de jouer son rôle, et c'est normal, car je pense que la situation est assez tendue. » Fin de citation. Quant
quant à envisager de dissoudre l'Assemblée nationale, les avis sont partagés, répond-il. La délégation de la CEDEAO va poursuivre ce vendredi ses rencontres avant probablement de proposer un plan de sortie de crise. La République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, annonce un plan très coûteux pour lutter contre la crise économique née de la pandémie du Covid-19. Et c'est parce que le président congolais se dit inquiet des effets pervers de la pandémie du coronavirus sur l'économie de son pays. Il a donc lancé hier à Kinshasa un programme multisectoriel d'urgence, un programme qui vise à atténuer les impacts de la pandémie. Le programme est doté d'une enveloppe de 2,6 milliards de dollars, un plan du gouvernement. Le plan donc du gouvernement s'articule autour de 3 axes: le maintien de la riposte, son renforcement et le soutien à la stabilité macroéconomique. Pour le financement, l'État prévoit un minimum de 50 millions de dollars pour chacune des 9 mensualités du programme, des fonds qui proviendraient des maigres ressources de l'État, surtout en ces temps de récession plus sévère que prévu. Le gouvernement compte donc sur le secteur minier congolais, lui-même déjà très affecté par la pandémie. En Afrique du Sud, le personnel médical lance un cri de détresse avant même le pic de la pandémie dans le pays. Manque d'équipement et de formation, épuisement, stress, le personnel médical se débat pour faire face au nombre croissant de malades du coronavirus là-bas en Afrique du Sud. Le pic de la maladie est prévu en juillet prochain. À ce jour, l'Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent, enregistre plus de 80 000 cas, dont près de 2000 décès. Mozambique, à présent, 4 policiers condamnés à plus de 20 ans de prison pour meurtre. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat d'un observateur électoral, une affaire qui avait fait grand bruit dans le pays quelques jours avant les élections générales de 2019. Le procès des accusés était inédit au Mozambique où, depuis 2015, plusieurs opposants ou militants de défense des libertés ont été tués, enlevés ou même torturés. Et à chaque fois, les soupçons se sont portés sur les forces de sécurité ou sur des officines proches du pouvoir. Mais faute de preuves, la plupart de ces affaires sont souvent classées sans suite. Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom, il est midi 24 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Et l'on reparle de la pandémie du coronavirus. Coronews, Anna Rocha. Un peu plus de 1000 nouvelles infections ont été enregistrées ces dernières 24 heures en Afrique. Mais selon Africa News, le nombre de décès recensés depuis le début de cette semaine ne dépasse pas la barre des 200. Au Sénégal, pourtant, les derniers jours se ressemblent. Au moins 3 décès par jour, ce qui porte le nombre de victimes du virus à 79 pour 5639 cas positifs déclarés, contre 42 décès au début du mois de juin. Entre le 1er et le 18 juin donc, le Covid-19 a tué 37 personnes au Sénégal. Le virus continue sa propagation sur le continent, mais la plupart des gouvernements décident d'alléger le confinement. À l'image de l'Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie, qui s'apprête à réouvrir certains endroits fréquentés par le grand public, tels que les restaurants et les cinémas. Et selon RFI, qui cite le directeur du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, dans la course au vaccin contre le nouveau coronavirus, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Sénégal pourraient fortement aider à fabriquer, je cite, un vaccin avec les propres moyens du continent grâce à leur capacité manufacturière. Fin de citation. Une conférence de haut niveau est prévue la semaine prochaine. En Europe, une étude de l'Institut supérieur de la santé italien révèle aujourd'hui que le nouveau coronavirus était présent dans les eaux usées de Milan et de Turin depuis décembre 2019, c'est-à-dire 2 mois avant le premier malade officiellement déclaré dans le pays. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires préconisent de baisser le niveau de risque épidémiologique de 4 à 3. Il y a une diminution régulière des cas, a déclaré ce vendredi le coordonnateur des médecins-chefs d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande du Nord et du pays de Galles. Aux États-Unis, pour le 8e jour consécutif, le bilan quotidien fait état de moins de 1000 décès liés au Covid-19. Mais le pays de l'oncle Sam reste tout de même le plus endeuillé par la pandémie, avec plus de 118 000 morts. Et pourtant, l'immunologiste en chef de la Maison-Blanche pense que de nouvelles mesures de confinement ne sont pas nécessaires. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. RFM, la presse du jour.
La revue de presse de ce vendredi 19 juin 2020. Mohamed Talimouba. Bonjour. Le chemin de l'école balisé à nouveau pour le 25 juin. L'État du Sénégal tient à son calendrier scolaire, résume d'entrée le très officiel journal Le Soleil qui soutient que le calendrier a été réaménagé. Les examens du CFE fixés le 20 août prochain, le BFM et le bac en septembre. Pour sauver l'année, le plan Tala à la rescousse bûcheron, le journal LAS. Mon confrère note que c'est année terminée pour les classes intermédiaires. Les modalités de passage des élèves en classe supérieure seront définies par le comité pédagogique et les propositions de passage faites avant le 31 juillet de l'année en cours. L'État détaille donc son plan de reprise des cours. Parents et syndicats étalent leurs craintes, c'est pour moi le journal LAS. C'est à cause du virus et des risques de choper la maladie. Même le très sage doyen de la presse privée sénégalaise, Sud Quotidien, parle de risque de rentrée à haut risque même. On retrouve les mêmes termes à la une du journal Le Quotidien et sur le même sujet, les risques d'une reprise et pour cause, une absence de consensus, le respect du protocole sanitaire ou encore l'hivernage qui s'installe. Chermou de la COSIDEP rappelle la nécessité pour tous les acteurs de se parler pour éviter un autre ratage après celui du 2 juin dernier. Ce qui n'est pas pour le moment le cas. C'est la mésentente totale entre l'État du Sénégal et les syndicalistes, écrit le journal Nouveau Quotidien. Affaire battue plus, la famille Farès attaque Cheikh Yérim Seck en justice. Selon l'Observateur, les frères Farès refutent les faits et décident de laver l'affront à la barre. Ils visent le délit de diffamation. Le magistrat du premier cabinet entendra dans les prochains jours la partie civile. Dans cette affaire, les parents de Rachel Sleileti seront inculpés lundi prochain. Croit savoir le journal Les Échos qui note dans la foulée la démission de Samra. Cité dans l'affaire de blanchiment d'argent, le directeur général de Batiplus rend le tablier. Cheikh Yérim Seck, quant à lui, maintient ses accusations sous contrôle judiciaire. Le doyen des juges lui a interdit de parler de cette affaire, mais Cheikh Yérim Seck affirme que personne ne peut le contraindre au silence. La famille Béyoun qui continue de se déchirer autour de son héritage. La suite des affrontements à Hambourg, le procureur de la République frappe dans le tac, informe Libération. Seydina Saliou Thioune, un fils du guide de Tiantakoun, Ibrahima Ndoye, fils de Sokhna Aïda Diallo et le conférencier Serigne Saliou Thioune, tous arrêtés. 4 personnes en tout en garde à vue. Le procès de l'I2AF, la plaidoirie de la défense, les conseils de Lamine Diack ont plaidé la relaxe. Condamné, Lamine s'est accéléré sa mort. Il a un cancer et un diabète de type 2, affirme maître William Bourdon, repris par le journal Les Échos. On retrouve cette petite phrase dans l'essentiel des quotidiens de la place. Mais pour finir sur cette affaire, enquête constate que Lamine Diack est devenu une victime expiatoire. Le grand oral du ministre de la Santé et de l'Action sociale dans le journal Source A, il s'exprime au sujet du coronavirus. Il dit dans les autres régions à part Dakar, la situation est bien maîtrisée avec des transmissions en cluster, des cas groupés ou l'apparition de cas sporadiques que nous gérons parfaitement, dit-il. Donc aujourd'hui, on peut dire que Dakar reste la préoccupation majeure à côté de Touba, zone où le virus circule activement. Vivre avec le virus, dit-il, ne veut pas dire le laisser circuler, mais plutôt le confiner à son tour par un respect des mesures barrières. C'est actuellement le défi du ministère. À la une du journal Les Échos, l'exécution du programme de résilience économique et sociale presse. Abdoulaye Daouda Diallo joue la carte de la transparence. Selon le journal Les Échos, le ministre des Finances détaille au franc prêt au patronat l'utilisation de l'argent. Il dit « Il n'existe aucune instance de paiement sur les dépenses liées à la Covid-19. Plus de 13 milliards de pertes de recettes douanières au profit du secteur formel et informel. »
Et puis sport à la une du journal Record. Première Ligue, ce vendredi à 19h15, Tottenham, Manchester United, choc pour l'Europe bûcheron, le journal. Dans les stades quotidiens, les défis de fin de saison en Première Ligue, Sadio, Sarr et Kouyaté, les bons coups à jouer. Sadio, s'adjuger le titre et battre le record de points. Ismaël Sarr réussir à maintenir Watford dans l'élite anglaise. Kouyaté atteindre 35 matchs et se mêler à la course à l'Europe. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Nous parlons aujourd'hui du régime de la garde à vue au Sénégal et les conditions de détention dans les commissariats et autres brigades de gendarmerie. Et pour en parler, Maître Papsen, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. Maître Papsen, bonjour. Bonjour. On aura également Maître Abdoulaye Babou, avocat et ancien officier de police. Maître Abdoulaye Babou, bonjour. Bonjour mon cher. Alors, merci bien et bien des choses à tout bas. Alors, je commence par vous, Maître Abdoulaye Babou. Les conditions de détention dans les commissariats et brigades de gendarmerie lors de la garde à vue, conditions souvent jugées inhumaines, mauvais traitement et j'en passe. Récemment, le journaliste Cheikh Yérim Seck a déploré les conditions dans lesquelles il était en garde à vue à la gendarmerie. Est-ce que cela ne pose pas problème? Alors, il faut d'abord faire un distinguo et pour ainsi dire éviter un amalgame. Relativement à la privation de liberté, le code de procédure pénale distingue des positions. Il peut y avoir tout simplement une privation de liberté, mais qui se limite à la vérification de l'identité. Ça ne dépasse jamais 24 heures de privation de liberté. Il peut y avoir maintenant une privation de liberté contre qui une enquête est ouverte pour rechercher des indices. Il y a en ce moment-là ce qu'on appelle la garde à vue. La garde à vue est réglée par le code de procédure pénale. Une première fois, c'est une privation de liberté, et encore j'y reviendrai, de 48 heures. Mais si l'enquête n'est pas terminée, on demande à M. le procureur de la République une prolongation de la garde à vue de 48 heures encore. Donc, 2 fois 48 heures. Première précision. Deuxième précision, la personne à qui la liberté a été réduite ne peut pas être mise dans une chambre de sûreté en même temps que d'autres personnes qui vivent sous un autre régime. Vous savez, la garde à vue n'est pas encore la prison. Du tout. C'est quelqu'un contre qui on cherche des indices concordants de nature A. Donc pendant l'enquête, il bénéficie d'un privilège. Le privilège, c'est quoi? C'est d'être dans une chambre de sûreté, mais pas gardé au violon. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui est sous le régime de la garde à vue, on lui dit par exemple, vous êtes à ce niveau. C'est différent de quelqu'un, par exemple, un prisonnier qui revient de parquet ou bien quelque chose de ça. Donc, il y a 2 cas de figure. Pour tout dire, il y a un régime bien précis. Moi qui vous parle, j'ai été officier de police pendant 3 ans, avant d'être avocat maintenant depuis 30 ans. Alors, les mesures sont telles que la liberté de la personne à qui, donc entre parenthèses, si je peux me répéter, qui a été privée de ses droits d'aller et venir, est sauvegardée. Et sous le contrôle de M. le procureur de la République. Ensuite, même dans le procès verbal d'audition, on doit marquer les temps d'interrogatoire, les temps de repos, et la possibilité aussi pour cette personne de consulter un médecin quand il faut renouveler sa garde à vue. Mais est-ce que tout cela est respecté lors de la garde à vue? On voit souvent les mauvais traitements qui sont évoqués, les bavures, morts d'hommes même dans les commissariats. Est-ce que cela ne pose pas problème? Mais je ne dis pas non. Mais permettez-moi au moins que je puisse dire que ce que dit la loi
le code de procédure pénale est respectueux de la liberté des uns et des autres. Oui, mais là, c'est le code de procédure pénale. Une autre chose, c'est son application. Mais évidemment, dans tous les pays du monde, quand on est dans un état de droit, même le président de la République est soumis à un état de droit. S'il fait autre chose, là, c'est un autre débat. Mais dans ce pays, les libertés sont garanties de A à Z par le code de procédure pénale. Même puisqu'on parle de garde à vue, il y a un moment où, à un moment donné de la garde à vue, il faut la renouveler. Mais la personne privée de sa liberté a le droit de se faire consulter par un médecin. Mais il y a mieux. Aujourd'hui, notre code de procédure pénale, vous le savez, ça fait pas tant de temps, mais permet à l'avocat d'être présent. Attention, des mentions obligatoires sur le PV, on doit dire à la personne privée de sa liberté, vous avez le droit de consulter un avocat. Si par extraordinaire, les officiers de police chargés de l'enquête omettent cette disposition, mais c'est cause de nullité. Une grande avancée, en tout cas une avancée... Absolument. C'est le jeu favori des avocats. Chaque fois qu'on a un PV ou qu'on a un client alors privé de sa liberté, vous savez ce qu'on doit faire encore? On cherche d'abord si ces droits ont été respectés ou pas. Si ces droits ne sont pas respectés, une fois déférés au tribunal, nous disons in limine litis avant même de plaider la cause, annuler le PV. Merci Maître Abdoulaye Babou, je reviens à vous dans un instant. Maître Papsen, à vous. Vous êtes le président du comité sénégalais des droits de l'homme. Maître Abdoulaye Babou a évoqué la présence d'un avocat dès les premières heures de garde à vue, une avancée en tous les cas. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans les commissariats et brigades de gendarmerie, la pression sur les personnes qui sont placées en garde à vue, vous, du comité sénégalais des droits de l'homme, comment voyez-vous cela? Comment l'appréhendez-vous? Oui, je voudrais d'abord saluer mon confrère et frère et grand frère Maître Abdoulaye Babou et saluer également les observations pertinentes qu'il vient de faire par rapport donc à la mesure de garde à vue. Effectivement, il a campé le décor en présentant un peu ce qu'est la garde à vue. Et comme nous le savons tous, la garde à vue est différente du mandat de dépôt qui est exécuté au niveau des prisons. La garde à vue, on la conçoit en l'enquête préliminaire ou en cas d'enquête de flagrance. Et ça, l'objectif principal, c'est de permettre aux officiers de police judiciaire qui mènent l'enquête de pouvoir avoir la personne à leur disposition. Parce que vous savez, une enquête, ça nécessite un certain nombre de dispositions à prendre par rapport à la conservation de certains indices. C'est pourquoi on parle de garde à vue. Mais par rapport à votre question, je crois que d'abord, Maître Babou l'a dit tout à l'heure, nous avons notre code de procédure pénale qui garantit l'ensemble des libertés par rapport à la garde à vue. Parce que c'est une privation de liberté temporaire qui est là, qui va de 24 heures à 196 heures. 196 heures, c'est avec la dernière réforme qui avait été faite de notre code de procédure pénale relativement à certaines infractions comme les infractions liées au terrorisme. Mais pour dire, nous avons aujourd'hui un dispositif légal et réglementaire qui garantit totalement la protection des droits et libertés des personnes mises en cause et gardées à vue. Là, il faut le dire, il l'a dit tout à l'heure. Parce que quand vous prenez la présence de l'avocat dès les premières heures, c'est-à-dire dès l'interpellation, ça c'est une disposition communautaire qui a été transposée. Vous connaissez bien que moi le règlement numéro 5 de l'UEMOA. Et vous savez, la présence de l'avocat constitue une garantie fondamentale parce que l'avocat est le premier défenseur des droits, surtout des droits des détenus. Mais deuxièmement, la limitation de la durée. Parce que vous savez, pour éviter que ça soit un mandat de dépôt, je vous ai dit, c'est de 24 heures à 196 heures. Mais mieux, en matière de protection des libertés et des droits des détenus, nous avons mis en place un mécanisme national de lutte contre la torture, conformément aux recommandations des Nations Unies et au traité que le Sénégal a ratifié. C'est l'ONLPL, l'Observateur national des lieux de privation de liberté, qui a des prérogatives exorbitantes pour faire même des visites inopinées. Oui, mais maître, mais pour autant, on voit des cas de violation de tout cet arsenal juridique dans les commissariats et brigades de gendarmerie, ce qui conduit souvent à mort d'homme, je l'ai dit tout à l'heure, à maître Abdoulaye Babou. Oui, mais c'est ce que je dis. Il a d'ailleurs répondu parce que souvent, il y a un déphasage entre la réalité juridique, réglementaire, législative et la réalité sur le terrain. Et ça, peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est pourquoi justement on parle de ce qu'il y a sur le terrain. Oui, mais c'est ça. Mais pour parler du terrain, il faut parler également de l'existant.
Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui juger un pays ou mesurer le degré de respect d'un pays des droits humains sans parler de la réglementation qui est en vigueur. Maintenant, la mise en œuvre est dans tous les pays du monde, la mise en œuvre de certains principes, de certaines réglementations, souvent il y a des hauts et des bas. Ça, il faut le reconnaître. Et je crois que ce mécanisme national est fondamental parce qu'il a un travail extraordinaire aujourd'hui pour mieux sauvegarder les droits des détenus. Mais il a parlé tout à l'heure du contrôle médical. Mais ce contrôle médical a pour corollaire la sanction qui peut être infligée à un officier de police judiciaire qui a exercé des blessures sur une personne gardée à vue. Ça aussi, il ne faut pas le méconnaître parce qu'il est arrivé même dans notre pays que des officiers de police judiciaire soient démis de leur, perdent leur qualité d'officier de police judiciaire parce que tout simplement, il a été rapporté la preuve qu'ils ont exercé des violences sur des personnes gardées à vue et que des blessures s'en ont suivi. Mais mieux, le contrôle que le procureur de la République exerce. Vous savez, aujourd'hui, dans notre dispositif, dans notre code de procédure pénale, il est permis à l'ensemble des procureurs du Sénégal de faire des visites inopinées au niveau des lieux de garde à vue. Ça, je crois que c'est une réglementation existe. Maintenant, dans la pratique, il y a, c'est vrai, un certain nombre de problèmes qui se posent. Parce que vous savez, l'exécuté de nos commissariats, l'exécuté de nos brigades de gendarmerie, cela fait très souvent que quand il y a un nombre important de personnes gardées à vue à la suite de rafles ou bien à la suite d'une opération combinée de la police et de la gendarmerie, que effectivement les conditions dans lesquelles ces personnes sont gardées à vue souvent peuvent ne pas correspondre avec la réalité. Sans oublier également la torture morale qu'on évoque très souvent. Oui, c'est ce que je dis. Vous savez, la torture morale comme la torture physique, nous avons ce mécanisme national qui est mis en place par le Sénégal depuis très longtemps et qui prend en charge la question de la protection des droits des personnes gardées à vue, aussi bien dans les prisons que dans les lieux de garde à vue. Ça, il ne faut pas l'ONLPL, ça s'étend aussi au niveau des lieux de garde à vue. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense que M. Babou l'a abordé tout à l'heure, oui, fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, par moment, il peut arriver par rapport donc à l'état des lieux de certains de nos commissariats ou des brigades de gendarmerie, que certaines dispositions réglementaires ne puissent pas être appliquées effectivement. Mais de façon globale, il faut retenir que notre pays dispose aujourd'hui d'un arsenal juridique sur le plan législatif et sur le plan réglementaire qui permet de sauvegarder les droits des personnes gardées à vue. Je reviens à vous dans un instant. Maître Abdoulaye Babou, est-ce que certains écarts qui sont souvent évoqués lors de la garde à vue, est-ce que cela ne pose pas très souvent la problématique de la crédibilité des procès-verbaux d'enquête préliminaire? Eh bien, Maître Abdoulaye Babou est bien placé pour apporter une réponse objective à cette question. D'abord, compte tenu de mon cursus, moi j'ai débuté ma carrière en étant officier de police. De 1975 à 1978, j'ai exercé le métier d'officier de police, d'abord au commissariat central de Dakar, ensuite à Dieuppeul. C'est par la suite que je suis allé poursuivre mes études en France jusqu'à devenir avocat à partir de 1984-85. Donc, je dis que si je pouvais parler, je dirais que j'ai tous les éléments pour comparer la police d'antan et la police d'aujourd'hui. Je peux dire à mon âme et conscience que la police d'aujourd'hui, comme la gendarmerie, comme les forces de sécurité, sont aujourd'hui en phase avec la législation et le respect des droits. Je fonde ça sur deux choses. D'abord, le niveau intellectuel. Avant, ce n'était pas comme ça. On pensait que policiers du gang. Aujourd'hui, il y a des policiers docteurs en droit, des commissaires de police, des officiers de gendarmerie, docteurs en droit. Premier élément. Deuxième élément, la formation permanente. Les officiers de police, les commissaires, les officiers de gendarmerie suivent une formation permanente, soit ici au Sénégal ou dehors. Et mieux, ils sont aussi diplômés que nous. Et plus on est diplômé, naturellement, on respecte les droits de l'homme. Aujourd'hui, je vous dis que les forces de sécurité, de défense sont en phase avec la législation et respectent, parce que personne ne peut dire à 100%, mais pour l'essentiel, ils sont regardants sur les droits fondamentaux des gens. Merci. Donc, s'il arrive un dérapage, ça devient l'exception. Ce n'est plus la police d'antan. Ces policiers sont aussi diplômés que les avocats, que les gendarmes. Merci, maître.
Oui, Maître Abdoulaye Babou, merci. Maître Papsen, très rapidement sur cette question. Et comment faire pour mieux sensibiliser les forces de l'ordre pour éviter ces dérapages et ces écarts? Bon, moi je suis en phase avec Maître Babou, parce que j'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage à nos forces de défense et de sécurité, plus précisément aux officiers de police judiciaire, parce que moi je suis avocat depuis 17 ans, peut-être moins que Maître Abdoulaye Babou, mais je peux confirmer ici sur votre antenne qu'effectivement, aujourd'hui nous assistons beaucoup plus à un travail professionnel qui est en phase avec le respect des droits humains. C'est vrai que par moment, il peut y avoir des égards, ça existe. Mais le principe chez nous, c'est que nos officiers de police judiciaire mènent des enquêtes qui sont en parfaite conformité avec la législation qui est en vigueur et en respect donc aux normes internationales. Maintenant, il faut le dire, quand il y a des écarts, souvent, le juge est là pour procéder à la censure. Et je pense qu'aujourd'hui, la formation que reçoivent nos officiers de police judiciaire à travers l'école de la gendarmerie ou bien à travers l'école nationale de police, c'est une formation de qualité qui est appréciée même au niveau de la sous-région. Et je pense que de ce point de vue, nous n'avons pas de problème de formation. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire peut-être, c'est aujourd'hui de faire de telle sorte qu'on adapte davantage les lieux de garde à vue au niveau de nos commissariats et de nos brigades de gendarmerie en procédant à des réhabilitations de certaines brigades et de certains commissariats. Je crois que ça, si on le fait, combiné avec la législation très forte qui respecte les droits de l'homme dans notre pays, nous pourrons arriver peut-être à 0 cas, même si on peut penser que 0 cas, c'est un idéal qui n'existe ni aux États-Unis, ni en France. Mais de façon globale, il faut le dire, nous sommes dans un pays où les conditions de garde à vue, la mesure de garde à vue fait l'objet d'une réglementation qui protège entièrement les libertés des personnes gardées à vue. Merci Maître Papsen, président du comité sénégalais des droits de l'homme. Merci à Aliouba qui a assuré la partie technique de cette édition. La principale information, c'est la démission du docteur Aloïse Waly Diouf de son poste de directeur de cabinet. Il quitte le ministère de la Santé pour l'OMS. C'est le point du jour. Nous parlons donc du coronavirus. 3 nouveaux cas de décès enregistrés ce vendredi. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média, le journal en Wolof, le grand journal en Wolof. Ce sera à 13h avec Pape Ngagne Ndiaye.